Les guerres non déclarées sont monnaie courante. Tragiquement, notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des agressions, sans que le peuple américain ne s'en plaigne vraiment. Hélas, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour construire une société véritablement libre, la question de l'initiation de la force doit être comprise et rejetée. Et si parfois, aimer son pays signifiait devoir modifier ou abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement était celui qui gouverne le moins? Et s'il était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux périr en combattant pour la liberté que vivre en esclave? Et si la plus grande heure de danger pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, le juge Andrew Napolitano ici pour Judging Freedom. Nous sommes le jeudi 12 mars 2026. Mon cher ami et collègue Max Blumenthal nous rejoint maintenant. Merci beaucoup, Max. Je sais que tu as été fasciné par cette affaire, tout comme moi, à savoir la tentative du gouvernement, la tentative personnelle de Trump d'échapper à sa responsabilité dans le massacre de 170 personnes, l'incinération de 170 petites filles. Je ne commence pas souvent par un extrait, mais celui-ci est bref et très révélateur. Chris, le numéro 32. Un nouveau rapport indique que l'enquête militaire a conclu que les États-Unis avaient frappé l'école en Iran. En tant que commandant en chef, assumez-vous la responsabilité de cela? Sir Weiser. En tant que commandant en chef, faites-vous pourquoi? Pour la frappe sur l'école en Iran. Un nouveau rapport indique que l'enquête militaire a conclu que c'était les États-Unis qui avaient frappé l'école. Je ne sais pas pourtant. Comment aurait-il pu ne pas être au courant? Eh bien, lors d'une conférence de presse, Trump a affirmé que l'Iran avait d'une manière ou d'une autre acquis un missile Tomahawk américain et l'avait utilisé pour bombarder sa propre école, pour des raisons non précisées. C'est le niveau auquel il opère. C'est complètement invraisemblable. Trump contredit désormais l'armée américaine, qui, à travers sa propre enquête, a confirmé que les États-Unis avaient frappé cette école. Le Washington Post rapporte, en citant des sources militaires, que l'école de Minab, une école de filles, figurait sur la liste des cibles américaines. Ce qui soulève d'autres questions. Comment s'est-elle retrouvée sur cette liste? Grâce au système de ciblage par IA, le système Maven de Palantir, qui est combiné avec Claude d'Anthropic pour générer des cibles et les suivre à travers l'analyse des schémas de vie et d'autres capacités d'intelligence artificielle. En d'autres termes, cette cible a-t-elle été générée par un ordinateur, puis attaquée par des troupes américaines qui ne faisaient qu'exécuter des ordres pour commettre l'une des grandes atrocités de notre époque? Je pense que la réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Si l'on examine bon nombre des autres cibles générées, elles n'ont aucun sens. Il y a un parc à Téhéran appelé Police Park, et il a été bombardé. Et cela suggère que lorsque l'armée américaine et l'appareil de sécurité nationale ont décidé « Nous allons bombarder des commissariats de police à Téhéran », parce qu'en faisant cela, il y aura du désordre, le peuple se soulèvera, puis il provoquera un changement de régime, et nous obtiendrons une Delcy Rodriguez Perse pour nous remettre le pétrole. Une fois cette décision prise, ils ont simplement dit au système d'IA Skynet « Génère des cibles ». Do, parc de la police. Et ensuite, ils bombardent un parc public, simplement parce qu'il contient le mot « police ». Ils font donc exactement ce que les Israéliens ont fait pendant le génocide de Gaza,
lorsqu'ils ont utilisé ce soi-disant système gospel, incluant un élément appelé « Où est papa ?», pour déterminer si des familles étaient affiliées au Hamas. Et ensuite, ils liquidaient toute la famille, parfois 30 personnes à la fois, en bombardant leur maison lorsque le père s'y trouvait. Ils ne font que reproduire ce modèle, le modèle du génocide israélien, en Iran. Le comité iranien de la Croix-Rouge a désormais déclaré que plus de 17 000 bâtiments résidentiels ont été touchés, ce qui représente la grande majorité des cibles attaquées par la coalition israélo-américaine. Il s'agit donc d'une guerre de terreur contre le peuple iranien, dirigée par des systèmes d'intelligence artificielle et menée par des militaires américains qui ne font qu'exécuter les ordres de Trump. Et Donald Trump échappe à toute responsabilité pour l'un des grands crimes du siècle. Je ne sais pas combien de temps encore il pourra échapper à ses responsabilités. Tôt ou tard, cela le rattrapera. Nous parlerons d'autres dommages ici aux États-Unis causés par cela. Mais Palantir, cette entreprise n'a-t-elle pas déjà été utilisée par les Israéliens? N'est-ce pas Palantir qui t'a physiquement expulsé d'une conférence portant sur l'IA ou sur les systèmes de sécurité? Rafraîchis-moi la mémoire à ce sujet. Et si c'était bien Palantir, et qu'il surveillait les modes de vie, n'ont-ils pas vu de petites filles entrer dans ce bâtiment avant de dire aux gens de Hegseth de le bombarder? Oui. Et Pete Hegseth s'est ensuite vanté que l'armée américaine ferait pleuvoir la mort et la destruction toute la journée sur le peuple iranien, même après cette attaque. Concernant votre question sur Palantir, Palantir a été absolument et directement impliqué dans la mise en place du système Gospel qu'Israël a utilisé pour le ciblage par intelligence artificielle, un système qui générait des cibles si rapidement qu'aucun officier du renseignement humain ne pouvait vérifier s'il s'agissait réellement de cibles militaires ou de tout autre objectif légitime. Palantir s'en attribue le mérite. Le PDG de Palantir, Alex Karp, a fièrement exprimé non seulement son soutien à l'assaut israélien sur Gaza, mais aussi sa participation directe à celui-ci. Il a déclaré « Nous ne faisons que tuer des terroristes. Nous tuons beaucoup de terroristes. » Ce maniaque et son associé, Peter Thiel, ont refusé de répondre aux questions sur Gaza lorsqu'on les a interrogés en public. J'imagine que c'est du sang sur les mains d'Alex Karp, le sang des écolières de Minab. Il est aussi sur les mains de Peter Thiel, qui ne serait peut-être déçu que de ne pas voir leur sang injecté dans ses veines transhumanistes, alors qu'ils cherchent à vivre éternellement. C'est une classe malade de seigneurs de la guerre de l'AIA qui guide l'armée américaine d'un crime à l'autre. Et la responsabilité ultime retombera sur Bradley Cooper et Dan Raisin Kane, qui avaient d'abord exprimé ou divulgué leur opposition à la guerre. J'ai été expulsé de l'Expo I 2025, ici à Washington, où toutes les grandes entreprises d'IA vantaient leurs produits, y compris des drones autonomes. Palantir y tenait un stand. Je n'ai pas été expulsé parce que j'avais posé des questions embarrassantes à Palantir, mais parce que j'avais filmé une journaliste française interrogeant Palantir au sujet d'un autre système utilisé pour surveiller les Américains. Simplement pour avoir filmé cela, j'ai été expulsé. Puis on m'a laissé revenir. Ensuite, j'ai de nouveau été expulsé pour avoir demandé à l'ancien chef du renseignement militaire israélien, présent sur scène, comment il avait contribué à préparer le terrain pour le génocide à Gaza, en rédigeant une doctrine militaire qui ignorait délibérément les conventions de Genève et la notion de civil, la remplaçant par un concept qu'il avait inventé, le voisin non dangereux du terroriste. C'est ce concept qui est appliqué aujourd'hui à Téhéran, où la plupart des victimes sont des civils. C'est un concept israélien. Tu m'en as parlé hier, et même si je t'aime et que je crois tout ce que tu me dis,
Le voir m'a stupéfié, car le chiffre est ahurissant. Il facture 8,21 $ le gallon d'essence à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Penses-tu que le public américain se rend compte de ce qui nous attend aujourd'hui en matière de problèmes de chaîne d'approvisionnement? Les problèmes de carburant, la non-livraison de puces informatiques, les engrais et d'autres ne peuvent pas arriver ici, à cause de toutes ces pénuries provoquées par la guerre de Netanyahou et de Trump. Trump mène une guerre pour Israël, et c'est le fait le plus important, indiscutable, que chaque Américain doit comprendre. Trump s'est laissé transformer en instrument d'influence étrangère par une petite colonie d'apartheid lointaine, et il a sacrifié les ambitions et les aspirations des Américains de la classe ouvrière au profit d'Israël. Les prix de l'essence, comme vous le soulignez, atteignent plus de 8 $ le gallon de sans-plomb dans certaines stations de la région de Los Angeles. La moyenne dans cette région dépasse les 5 $ le gallon. Les prix augmentent à l'échelle nationale, bien au-dessus de 3,50 $. Le baril de pétrole brut est à 100 $ et pourrait grimper jusqu'à 200 $. Crude oil is $100 a barrel, could go up to $200 a barrel. Jim Cramer, le bonimenteur financier de CNBC, qui a dupé des millions d'Américains en les poussant jour après jour à faire de mauvais placements, a appelé à une guerre génocidaire, des attaques terroristes contre les infrastructures énergétiques et électriques iraniennes, afin de sauver Wall Street. C'est dire à quel point il est paniqué. Et pendant ce temps, alors que les Américains souffrent, que les prix des engrais ont augmenté d'environ 30%, frappant durement les producteurs américains, et que les chauffeurs Uber peinent à joindre les deux bouts à cause de la taxe de la guerre de Trump pour Israël, ou TWIT, Donald Trump et ses acolytes s'enrichissent. Chris Wright, le secrétaire à l'énergie issu de l'industrie pétrolière, il dirigeait une société de services pétroliers avant d'occuper ce poste, repassera par la porte tournante. Il a déclaré il y a quelques jours, je crois 4 jours, ce navire avait pu traverser le terre d'Ormuz. Et il a fait passer le Brent de 100 $ le baril à 80 $. Il est logique de penser que Chris Wright ou quelqu'un de son entourage avait pris une option de vente sur le prix du Brent, car leurs déclarations font bouger les marchés. Puis, quelques heures plus tard, il supprime le tweet et le prix remonte. On dirait qu'il manipule simplement les marchés pour gagner de l'argent. Et puis aujourd'hui, Donald Trump arrive. Vous pouvez afficher ce tweet à l'écran et déclare « Les États-Unis sont de loin le plus grand producteur de pétrole au monde. Donc quand les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d'argent. » Qui est ce « nous » ? Ce « nous » ne désigne pas le peuple américain. Ce ne sont pas les travailleurs. Ce ne sont pas les soldats américains qui partent mourir pour Israël. C'est Donald Trump et ses copains. C'est la classe Epstein. Et c'est la preuve que c'est l'administration la plus corrompue de l'histoire américaine. Ils font passer Hunter Biden pour Ralph Nader. Trump devrait dire ça aux gars moyens de la classe ouvrière qui essayent de faire le plein de son pick-up en payant 4,99 $ le gallon de diesel. Paying $4.99 already a gallon for diesel. Chris est tombé sur un extrait d'une personne dont je n'avais jamais entendu parler, mais c'est fascinant. C'est Richard Engel de NBC News qui interroge quelqu'un nommé Ophir Falk, le principal conseiller en sécurité de Netanyahou. Franchement, c'est incroyable. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, et si possible, un peu de contexte sur ce personnage. On dirait qu'il vient de New York, mais le voici. Chris, extrait numéro 1. Quelles informations aviez-vous indiquant que l'Iran était sur le point de mener une attaque imminente? Un bon indice, c'est que depuis 47 ans, ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël. Croyez-le.
Cela fait 47 ans. Mais pourquoi ce jour-là? Ils renforçaient leurs capacités avec des missiles balistiques. Ils faisaient traîner les négociations. Ils mentent toujours. Écoutez vos négociateurs, ils vous diront la vérité. Ils les font traîner. Ils mentent toujours. Et c'était une menace imminente. Et nous avons éliminé cette menace imminente. Je ne comprends toujours pas quelle était la menace imminente. Allait-il attaquer Israël, attaquer des bases américaines, attaquer les États-Unis? Une menace imminente de quoi? Tout ce qui précède. Tout ce qui précède. Ils menaçaient leurs voisins. Regardez ce qu'ils font maintenant. Ils tirent sur tous leurs voisins immédiats. Vous savez, le masque est tombé. Ces types, c'est un culte de la mort. Ils appellent à la mort des Américains et des Israéliens depuis 47 ans. Et maintenant, ils tuent leurs voisins. Est-ce que c'est ce que Netanyahou et le Mossad ont servi à Trump sans la moindre précision? Yes. Oui, et Steve Witkoff, Oui, Who said Iran is 1 week away from a nuclear. qui a dit que l'Iran était à une semaine d'obtenir une arme nucléaire, alors que l'Iran proposait un enrichissement nul. Witkoff a joué un rôle déterminant dans cette guerre. Mais je ne sais même pas qui était ce personnage. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Netanyahou est conseillé par de nombreux Américains qui revendiquent la citoyenneté israélienne, comme Ron Dermer. Jamais vu ce type auparavant. Mais il est incapable de fournir la moindre preuve concrète d'une menace iranienne de frappe préventive. L'Iran comprend qu'une frappe préventive contre les États-Unis, bien qu'elle aurait absolument été préventive s'ils avaient attaqué des bases américaines ou un porte-avions américain, alors que Trump rassemblait une démonstration de force sans précédent depuis l'Iran, aurait été sans précédent, mais ils auraient perdu leur avantage stratégique et politique, qu'ils peuvent désormais revendiquer. Et donc, malheureusement pour l'Iran, il a dû supporter l'assassinat de hauts commandants du CGRI ainsi que de son dirigeant, Saïd Ali Khamenei, ce qui fut une tragédie historique pour des millions d'Iraniens, afin de ne pas anticiper l'attaque américaine que tous savaient imminente. Si l'Iran avait eu l'intention de lancer une attaque préventive, pourquoi n'avait-il pas suivi l'attaque du déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas le 7 octobre, par une offensive de son propre chef pour submerger Israël à son point le plus faible? Ils ne l'ont pas fait. Cela ne fait pas partie de leur doctrine. Leur doctrine n'est pas d'envahir d'autres pays. C'est la doctrine des États-Unis. La doctrine américaine est la préemption, et elle découle de l'influence israélienne sur la sphère de la sécurité nationale américaine et sur la guerre contre le terrorisme. C'est ainsi, en partie, que Trump a été influencé. Benjamin Netanyahu a dit à Donald Trump, « Je vais frapper ». Il y a eu cette réunion de l'ayatollah avec ses conseillers et sa famille le 28 février et ils ont dit « Tu dois venir avec moi ou nous le ferons sans toi. Et ce sera terrible si tu ne viens pas. » Et Trump, Netanyahou a finalement trouvé quelqu'un d'assez stupide pour le faire. Marco Rubio a confirmé que c'est bien ce qui s'était passé lors de son briefing avec le gang des Oui au Sénat. Il est sorti et l'a dit à la presse, puis a essayé de revenir sur ses propos, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Mais maintenant, nous avons la preuve. Les États-Unis sont entrés en guerre avec Israël. Tony Blinken, l'un des secrétaires d'État les plus pro-israéliens de l'histoire, le secrétaire d'État de Biden, a déclaré dans une interview la semaine dernière que Netanyahou avait menacé Barack Obama de la même manière, en disant qu'il allait attaquer l'Iran et que les États-Unis devaient le suivre. Sauf que l'administration Obama a eu la sagesse de dire non. Et maintenant, de nombreux Iraniens qui n'étaient pas des partisans de la République islamique comprennent pourquoi les partisans les plus fervents appelaient les États-Unis le grand Satan, alors qu'ils voient non seulement leurs dirigeants se faire assassiner, mais aussi des écolières massacrées. Un dépôt de pétrole qui alimente Téhéran en énergie, explosé,
et enveloppé la ville d'une fumée toxique, l'une des pires attaques chimiques de leur histoire. Et l'administration Trump échappe à toute responsabilité pour ces crimes. Je pense que cette guerre est si désastreuse qu'elle a non seulement échoué dans son objectif initial de changement de régime, mais que l'objectif actuel pourrait simplement être de s'accrocher au maintien des bases américaines dans la région, tandis que l'Iran les élimine méthodiquement et avec précision. D'accord. Nous entendons de la part des militaires qui participent à l'émission qu'il semble, comme vous le dites, que l'Iran les détruit méthodiquement. La grande base en Arabie Saoudite est désormais inutilisable et n'a plus aucune défense militaire. Pouvez-vous, grâce à votre connaissance d'Israël, contourner la censure et nous dire à quel point Israël est touché par la contre-attaque iranienne? Ou est-il encore trop tôt pour l'évaluer? N'ont-ils pas encore lancé d'attaques sérieuses? Les autorités israéliennes affirment avoir obtenu en Iran des gains tactiques supérieurs aux prévisions et que la situation sur le front intérieur est conforme aux attentes. Elles s'attendaient à être frappées immédiatement, à subir des tirs de missiles balistiques et à ce que la population se réfugie dans les abris. Je pense toutefois que la situation en Israël est pire que ce qu'on nous dit. La censure officielle est sans précédent. Les citoyens israéliens ont peur de filmer, de crainte d'être punis. Bahreïn, bien sûr, menace de la peine de mort tout citoyen qui filmerait les lourdes frappes que le pays a subies. L'espace aérien de Bahreïn est désormais largement dominé par les drones Shahed iraniens. Mais en Israël, le problème est qu'Iran avait une stratégie très claire, que n'importe qui, doté d'un QI à 3 chiffres, aurait pu prévoir, consistant à neutraliser les systèmes radars américains et à priver Israël d'alertes précoces. Ainsi, les sirènes qu'ils entendaient autrefois pendant la guerre de 12 jours, lors des salves de missiles balistiques et de drones venus d'Iran, où ils avaient peut-être 5 ou 10 minutes d'avertissement, ne donnent désormais qu'une minute de préavis. Il y a même eu hier une frappe de missiles balistiques à Herzliya sans aucun avertissement. Les États-Unis sont aveuglés dans la région. Ils ont perdu leur radar sur la base d'Al-Udeid au Koweït, ainsi que des systèmes THAAD aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Je pense qu'ils ont perdu 3 radars au Koweït. C'est très éprouvant psychologiquement pour le citoyen israélien moyen. Et j'ai appris aujourd'hui, c'est évidemment anecdotique, par un ami qui travaille dans la finance. Il est dans une entreprise qui conseille des banques et qui a une filiale en Israël. Il a dit que la majorité des employés israéliens de cette filiale avaient démissionné. Plus de 40, tous aujourd'hui. Ce ne sont pas de récents immigrants en Israël. Ce sont des Israéliens de longue date et ils prévoient de quitter le pays. Les gens sont terrifiés. Même si les salves de missiles balistiques iraniens ne sont pas aussi intenses qu'elles l'étaient pendant la guerre de 12 jours ou au début de celle-ci, un seul missile peut pousser toute la population d'une région, Israël central, Israël du Nord, Be'er-Sheva, Eilat, à se précipiter dans les abris, car il n'y a plus de système d'alerte précoce. Personne ne sait même quand se réfugier dans le bunker. Et la précision iranienne s'améliore. Où est Netanyahou? Est-ce qu'on le sait? Je ne l'ai pas vu récemment. Nous avions l'habitude de le voir plus souvent parmi les décombres, essayant de projeter une image de force et d'endurance, de résilience, pendant la guerre de 12 jours. Je ne l'ai vu apparaître qu'une seule fois depuis, peut-être. Mais je ne veux pas spéculer sur ce qui lui arrive. Je serais inquiet si j'étais un responsable israélien comme lui, compte tenu des capacités de reconnaissance et de renseignement que l'Iran a démontrées dans les États du Golfe, où il frappe des tours résidentielles, ainsi que des consulats américains et des installations diplomatiques en Irak, avec une précision inhabituelle.
Ils savent clairement où sont stationnés et positionnés les militaires américains et les responsables de la CIA. Et ils sont capables de pénétrer les défenses aériennes et de les atteindre avec une assez grande exactitude. Comme nous l'avons vu avec l'attaque contre la base d'Ali al-Salem au Koweït, une frappe de drone a tué environ 7 soldats américains. Des dizaines d'autres ont été blessés. Plus de 140, je crois. Tout cela a d'abord été dissimulé, donc je ne pense pas que nous connaissions le véritable bilan. Mais cela me semblerait inquiétant si j'étais un responsable israélien ayant supervisé l'assassinat de tant d'Iraniens. Les républicains, je vais d'abord vous passer un petit extrait avant que vous répondiez. Ont-ils enfin commencé à appeler cela une guerre? Chris, extrait numéro 3. D'accord, des questions, Peter? Oui, tu viens de dire que c'est une petite excursion, et ensuite tu as dit que c'est une guerre. Alors c'est laquelle? Eh bien, c'est les deux. C'est une expédition qui nous tiendra à l'écart d'une guerre. Et la guerre sera pour eux. C'est une guerre pour nous, et elle s'est révélée plus facile que nous ne le pensions. Trump est dans une sacrée impasse. Il a d'abord qualifié cela, je crois, d'opération militaire spéciale, parce qu'il ne voulait pas que le public américain comprenne qu'il venait de s'engager dans un possible bourbier, économiquement désastreux, politiquement désastreux, dans lequel de nombreux soldats américains pourraient être tués. Une invasion terrestre est proposée comme le seul moyen de déloger la présence du CGRI dans le détroit d'Ormuz, ou de détruire la base de production économique de l'Iran en envahissant l'île de Karg. Alors, qu'est-ce qui dicte vraiment le calendrier de Trump ici? Il ne cesse de suggérer qu'il veut une porte de sortie, que la guerre sera bientôt terminée. Il y a 2 jours, il a dit qu'ils avaient essentiellement frappé toutes les cibles possibles et qu'il ne restait plus rien à frapper en Iran, qu'il continuait à tuer des civils. Qu'est-ce qui déterminera son calendrier? On pourrait penser, sur la base d'une analyse politique objective et d'une analyse matérielle des conditions économiques que Donald Trump a créées avec cette folie, qu'une fois la réserve stratégique épuisée, il vient de libérer la plus grande quantité de réserves stratégiques de pétrole de l'histoire des États-Unis pour faire baisser les prix du pétrole. Et si le détroit d'Ormuz reste fermé, ce qui est très probable, ce serait le moment d'y mettre fin. Il n'y a rien de militaire, je ne vois vraiment rien de militaire, tant qu'il mène une guerre aérienne. D'accord. Modifier la dynamique sur le terrain. Cela semblerait donc être le but final. Mais pour les Israéliens, ce serait une catastrophe. Pour Netanyahou, si Trump quitte le champ de bataille, Israël reste engagé dans ce combat. L'Iran comprend que s'il signe un cessez-le-feu avec Israël, comme pendant la guerre de 12 jours, Israël reviendra, sinon dans quelques mois, alors dans quelques années. Les responsables du renseignement militaire israélien le disent ouvertement. L'Iran doit donc absolument anéantir Israël. Il doit consolider une nouvelle relation avec les dictatures familiales arabes sunnites du Golfe, où celles-ci verseraient à l'Iran des réparations pour cette guerre et accepteraient de ne pas héberger de bases militaires américaines. Pour l'Iran, il s'agit d'une guerre existentielle, et Israël ne peut donc pas permettre aux États-Unis de quitter le champ de bataille. Cela signifie que Donald Trump fait face à certaines menaces et à une situation précaire. Cela me fait repenser au cadeau que Netanyahou lui a offert, un téléavertisseur doré, et me demander si c'était réellement un cadeau ou une menace. Comment Israël parviendra-t-il à maintenir Donald Trump et l'armée américaine, qui dépense 1,8 milliard de dollars par jour d'argent des contribuables américains pour soutenir cette guerre, sur le champ de bataille le plus longtemps possible, grâce à de simples cadeaux, incitations et séductions, sans pour autant proférer de véritables menaces à l'encontre du président des États-Unis?
leveling threats against the US president. Here's C'est le type qui a dit à Tucker Carlson, pas à Mike Huckabee l'autre, que les Israéliens ont droit à toutes les terres du Moyen-Orient. C'est aussi un sénateur du Texas. Tu vas voir de qui il s'agit dans une seconde. Coupure numéro 11. La menace d'une attaque terroriste est aujourd'hui plus élevée qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Et il y a deux raisons à cela. Premièrement, nous avons eu 4 années sous Joe Biden de frontières ouvertes. 12 millions de personnes ont franchi la frontière. En somme, une invitation ouverte à chaque terroriste, à chaque membre du Hamas, du Hezbollah et de l'IRGC de venir en Amérique. Avez-vous été informé du nombre de cellules dormantes iraniennes qui pourraient se trouver actuellement aux États-Unis? Je l'ai fait. Et beaucoup de gens sont arrivés sous Biden avec cette stupide politique de frontières ouvertes. Mais nous savons où se trouvent la plupart d'entre eux. Nous les surveillons tous, je pense. Est-ce des dizaines? Ils sont entrés à cause des politiques de frontières ouvertes de Joe Biden, le somnolent, et nous les surveillons tous de près. Le questionneur est Peter Doocy de Fox. Toute l'affaire était mise en scène pour que le président puisse dire ce qu'il voulait dire. Alors, Max, je ne sais pas où cela va mener. Josh Hawley, je ne suis d'accord avec rien de ce qu'il dit, a également déclaré sur Fox que Trump devrait simplement déclarer la victoire et rentrer chez lui. Comme tu l'as souligné, s'il fait cela, Netanyahou se retrouve nu face à ses ennemis. Netanyahu is naked before his enemies. Ouais. Je ne pense pas que Trump comprenne à quel point il est dans le pétrin, parce que l'Iran contrôle cette guerre sur les plans politiques, stratégiques et économiques. Il a réussi à frapper les 2 plus grandes vulnérabilités de l'Empire américain, les bases américaines dans la région du Golfe Persique et en Irak et en Jordanie, qui se font pilonner jour après jour. Et il a attaqué l'économie mondiale, que les États-Unis contrôlent depuis des décennies, en exerçant son emprise sur le détroit d'Ormuz. Et le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a déclaré « Oh, nous le rouvrirons dans 2 à 3 semaines. » Eh bien, dans 2 à 3 semaines, quel sera le prix du pétrole et comment vont-ils le rouvrir? Et si Donald Trump décidait, et nous avons vu ces commentaires du ministère iranien des Affaires étrangères, que Steve Witkoff les a contactés pour s'informer de la possibilité d'un cessez-le-feu. Et si Donald Trump allait personnellement voir les Iraniens et leur disait « Nous voulons en finir avec ça. S'il vous plaît, laissez-nous en finir. » Et qu'il ne puisse pas aller plus loin dans l'escalade sans, je ne sais pas, larguer une arme nucléaire. Et que les Iraniens répondent « Non. C'est nous qui contrôlons cette guerre. Et nous savons que vous reviendrez sans cesse contre nous, à moins que nous ne négocions un tout nouvel accord stratégique de sécurité pour la région et que vos bases en soient exclues. » C'est de plus en plus possible. Et si j'étais un impérialiste américain réaliste, je serais encore plus furieux que je ne le suis maintenant. Parce que c'est tout pourquoi les États-Unis se battent à ce stade, pour maintenir leur point d'appui dans la région. Et ils s'y accrochent du bout des ongles. Je ne sais pas ce que les émissions politiques du dimanche vont donner, mais Lindsey Graham et son entourage sont restés étrangement silencieux ces 5 derniers jours. Il se peut très bien que dans leur moment d'honnêteté intellectuelle, ils reconnaissent la justesse et la véracité de ce que tu viens de nous décrire, Max. Eh bien, je veux emmener mes fils et mes filles de Caroline du Sud, des fils et des filles que je n'ai pas, pour aller de Caroline du Sud combattre pour Israël. Je veux dire qu'on fasse passer ce type dans les émissions du dimanche. Je veux plus de Lindsey Graham. Je ne me lasse pas de Lindsey Graham. C'est le vendeur parfait pour cette guerre, parce qu'il la vend au nom d'Israël, où il a conseillé le Premier ministre sur la manière dont
entraîner Trump dans cette guerre. advised the prime minister on how to get Trump into this war. Yes. Max, Oui, Max, merci beaucoup. Une analyse formidable, vraiment exceptionnelle, à la fois détaillée et globale. Nous te sommes profondément reconnaissants, mon cher ami. Je sais que ta journée est chargée. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Tous mes vœux les plus sincères. On se revoit la semaine prochaine. my best to you. We'll see you next week. Thanks Merci beaucoup, monsieur le juge. Ravi de vous voir. Sure. Bien sûr, une personne brillante et intrépide, comme vous le savez bien. Demain, jeudi, fin de semaine, fin de journée, à 16h, la table ronde de la communauté du renseignement avec Larry Johnson et Ray McGovern. Merci de votre attention. Judge Napolitano pour Judging Freedom. Ray McGovern, thank you for watching. Judge Napolitano for Judging Freedom.